et bienvenue sur ma chaîne, la bibliothèque d'Emilia. Aujourd'hui on se retrouve pour les sorties de mai et croyez-moi, il y a des belles sorties au programme. Je vous en ai comme d'habitude sélectionné quelques-unes qui me font personnellement très envie, qui vont donc soit rejoindre ma wishlist, soit être précommandées. Il y en a un ou deux que j'ai déjà, vous allez voir, bref. Ce sont vraiment les livres qui me font énormément de l'œil. Il y a d'autres livres qui ont l'air sympas, mais volontairement je réduis ma liste à une espèce de shortlist pour moi aussi me faire un track de ce qui m'a intéressé dans l'année. Du coup cette liste, vous l'avez compris, n'est pas exhaustive et je vous invite à aller voir les vidéos des copains pour découvrir leur liste, puisque chaque créateur de contenu qui fait ce genre de vidéos rajoute certaines sorties qui ne sont pas dans les autres vidéos, même s'il y en a certaines des sorties qui sont un petit peu communes à tout le monde puisqu'elles sont très attendues. Bref, trêve de blabla, rentrons dans le cœur du sujet. On commence le 3 mai chez J'ai lu avec The Spanish Love Deception d'Elena Armas, et là on est sur une romance contemporaine. Alors moi, de la romance, vous direz, oui, parce qu'il y en a certaines que j'aime bien et que celle-ci, je sais pas pourquoi, elle me fait de l'œil. Peut-être parce que j'ai entendu de très bons retours de la communauté anglophone et aussi le fait que ce soit publié chez J'ai lu. Je pense que c'est un type de romance qui peut potentiellement me plaire parce que quand même, je connais un petit peu leur ligne éditoriale. Du coup c'est un titre qui me fait de l'œil. De quoi ça parle concrètement? On va suivre une jeune femme qui va être invitée à un mariage en Espagne dans sa famille et qui a peut-être fait croire qu'elle était accompagnée alors qu'en fait au moment de partir elle n'a personne. Du coup elle va se tourner vers son meilleur ennemi pour lui demander de faire semblant d'être son amoureux tout simplement, et d'aller au mariage avec elle. Voilà, du fake dating, du enemies to lovers. On connaît, on aime bien ce genre de trope. Et puis en plus l'Espagne, moi, alors ça se voit pas du tout, mais ça fait partie de mes origines. Donc j'avoue que un petit truc qui se passe en Espagne, j'avoue que ça me tente bien. En plus c'est bientôt l'été, donc ça c'est typiquement le genre de livre que j'aimerais bien lire au bord de la plage, au bord de la piscine, ou alors si je pars pas en vacances, sur ma terrasse au soleil. Bref, vous avez compris, c'est un livre qui à mon avis est parfait pour cet été. Toujours le 3 mai, mais cette fois chez Stardust sort une traduction que j'ai déjà, du coup vous avez compris pourquoi je vous disais certaines, je les ai déjà. Il s'agit de La fille de la déesse de la lune de Su Lin-tan, et en anglais c'est Daughter of the Moon Goddess. Donc moi j'ai une version imbattable. Clairement, je pense que c'est impossible de faire plus joli que ça. Mais par contre j'ai vu qu'ils allaient faire une édition collector reliée avec un jaspage rose sur la tranche, il me semble. Donc ça reste quand même une très jolie édition. Bon après celle-là, elle coûte un bras, hein, clairement. D'ailleurs je voudrais revenir sur le fait que j'ai eu des commentaires comme quoi, par exemple sur le Rajo, avec juste un jaspage bleu, que les maisons d'édition faisaient pas d'efforts. Alors j'aimerais faire un petit commentaire là-dessus. Je pense que beaucoup de personnes voient tourner ce genre d'éditions qui sont en version originale et pensent que les anglophones n'ont que des versions comme ça. C'est faux. Normalement leurs hardbacks ils sont classiques en fait, c'est juste du relié et puis là c'est blanc en fait. C'est juste que moi j'ai une box et beaucoup de personnes ont des box qui font des éditions collector qui sont magnifiques, qui ont de plus en plus travaillé. Mais sachez que moi au tout début de mes box, les jaspages c'est genre juste de la couleur tout simple. Il n'y avait pas de dessin, il n'y avait pas de quoi que ce soit. Du coup je pense qu'en fait c'est à force de faire des livres avec du jaspage, à force de faire de la technique en fait tout simplement, petit à petit les maisons d'édition s'améliore. Et c'est vrai que quand on voit que les groupes comme Brajlon font déjà des choses magnifiques, c'est aussi parce que le groupe Brajlon il est détenu par Hachette, qui est aussi dans les réseaux anglophones et qui fait du jaspage depuis très longtemps. Donc forcément voilà, déjà faut se dire que les maisons d'édition commencent à faire de jolies éditions, et puis plus ça va aller, plus elles vont faire des choses jolies. Mais si jamais vous voyez des jaspages classiques, sachez que déjà, comment dire, dans les pays anglophones, quand ils ont des reliés, la plupart du temps ils sont genre il y a rien, il y a même pas de jaspage ni rien. Donc voilà, c'était un petit laïus. Alors du coup, moi je vous le conseille, hein. Je vous le conseille, La fille de la déesse de la lune. C'est une duologie, j'ai pas encore lu le second tome, mais il est dans ma pile à lire. De quoi ça parle concrètement? C'est tout simplement une réécriture d'un conte chinois. Je dirais plus asiatique, parce que je suis même pas sûre sur chinois, si c'est chinois ou une autre ethnie. Et on va suivre une jeune fille qui est la fille de la lune. La lune a été bannie, elle a été maudite par l'empereur et elle ne peut pas quitter la lune. Enfin, la représentation de la lune en tout cas ne peut pas quitter la lune. Et du coup sa fille va s'échapper
fille d'ailleurs est née dans le plus total des secrets et elle va rentrer au service de l'empereur pour petit à petit essayer de pouvoir demander en gros que la malédiction soit levée pour sa mère. C'est une histoire qui mêle conte, qui mêle créatures, qui mène bataille, parce que oui, il y a des batailles. C'est une magnifique histoire que je ne peux que vous recommander si vous aimez la littérature asiatique notamment, et même de manière générale. Vraiment c'est une très belle écriture en plus qui est très fleurie, très poétique, voilà, c'est de la littérature asiatique hein. Et j'ai hâte que plus de personnes puissent lire ce livre afin qu'on puisse en débattre. La troisième sortie, toujours le 3 mai, mais cette fois chez Hauteville, c'est Love on the Brain de Ali Hazelwood. Si vous n'avez pas vu passer The Love Hypothesis sur les réseaux, je ne sais pas où vous étiez depuis un an et demi, mais Ali Hazelwood a publié donc ce premier roman qui parlait d'une romance universitaire, un fake dating entre une étudiante et un chercheur, et ça a cartonné dans tous les sens. Je pense que c'est une romance qui est très accessible pour tous les lecteurs, même ceux qui ne lisent pas énormément de romances, ce qui est mon cas. Et du coup quand j'ai vu qu'elle sortait un second titre, forcément j'avais très envie de me le procurer. Je sais que ça se passe un petit peu dans le même contexte, on est sur des enemies to lovers dans un milieu scientifique, doctorant il me semble, et voilà, j'ai entendu que ça ressemblait énormément à The Love Hypothesis, mais très honnêtement ça me dérange pas parce que j'ai tellement aimé que bah j'aimerais bien encore plus de ce genre là. Donc voilà, ça sort le 3 mai et ils ont fait également une édition collector qui est magnifique, genre elle est trop belle. Sur le jaspage vous avez des petits Becher et des Beckversen, c'est genre trop mignon. Donc voilà, sachez-le. Le 3 mai, toujours, vous l'aurez compris, le 3 mai, il faut aller en librairie parce que c'est le jour des sorties. Sort Redstone chez Big Bang. C'est écrit par Charlotte Andrin et c'est la personne qui a gagné le concours d'écriture qui a été organisé par Big Bang et avec comme marraine Margaret Rogerson. On va suivre Elvie qui est une orpheline qui vit dans une ville qui a l'air quand même pas très sympathique, hein, très portée sur la violence et sur les bandits, et elle va s'échapper, elle va monter dans le bateau d'un célèbre pirate mais aussi très redouté et va donc se mettre à sa disposition pour travailler sur le bateau. Il va être question, comme souvent dans les romans de piraterie, d'une carte mystérieuse avec sûrement un trésor à la clé. L'ambiance a l'air assez sombre et ça me plaît bien parce que j'ai l'impression qu'il y a une question de lune rouge avec des pouvoirs, il me semble qu'il y a des pierres aussi, un truc comme ça. Bref, ça a l'air très porté sur la piraterie et un peu dark, ça me tente bien. En plus pour l'été, ça risque d'être pas mal, même si ma pile à lire de l'été, que je vous ai pas encore sorti, mais que j'ai commencé à préparer, est déjà immense, parce que tout ce qui se passe dans l'eau, en gros, moi je le mets l'été, donc déjà, j'ai pas mal de livres à lire cet été, mais pourquoi pas en rajouter un de plus, un de moins, hein, franchement, qu'est-ce qu'on perd. Le 4 mai cette fois, et oui, un jour après, on passe chez Sabran, qui est une espèce de filiale de Saxus, qui va sortir son tout premier roman qui s'appelle Cœur de sorcière de Geneviève Gornichek, et déjà incroyable. Le jaspage, il a l'air incroyable ce livre. Alors comme je vous le disais, de Saxus ça fait un moment qu'ils font des reliés, qu'ils font des collectors, qu'ils font des ci, qu'ils font des ça, donc c'est plus logique qu'ils aient déjà la technique pour faire du jaspage, même si c'est la première fois qu'ils font ce type de jaspage. J'espère que ça va bien se passer, qu'on va pas avoir encore plein de problèmes de production, parce que c'est quand même assez récurrent, on va pas se mentir. C'est une histoire qui m'intéresse énormément. En plus je sais que Juliette de Livre et Sortilège l'a adoré en VO, donc j'ai très envie de le découvrir. Et surtout c'est pour moi assez original, puisqu'on va suivre une histoire qui se passe avec la mythologie nordique, Loki, Thor et compagnie. Et on va suivre une sorcière qui va être tuée parce qu'elle n'a pas voulu livrer ses secrets au grand Odin, donc le grand dieu de la mythologie nordique, hein, c'est un peu le dieu principal, elle va ressusciter grâce à son fils Loki, de qui elle va tomber amoureuse. Des sorcières, de la mythologie nordique, ne m'en dites pas plus, à mon avis on va avoir des loups, enfin voilà, toutes ces créatures mythologiques qu'il y a dans la mythologie nordique. Ça me donne très envie, c'est très original, j'ai l'impression qu'on en voit pas partout. La mythologie nordique, c'est pas énormément exploité en fantasy, donc en tout cas en ce moment. Du coup, j'ai hâte de découvrir ça. Changement d'ambiance et de date, le 10 mai, chez Charleston, dans la collection Les Ailleurs, sort Celle qui se taisait de Maria Barbal. Et là, c'est une histoire qui a été traduite du catalan. Et d'ailleurs, la collection Les Ailleurs chez Charleston me plaît beaucoup parce que c'est une collection qui est uniquement fournie de romans qui sont de base dans des langues qui n'ont pas l'habitude d'être traduites. Et ça, je trouve ça très cool qu'on aille chercher de la littérature vraiment
plus loin que juste la littérature anglophone, je trouve ça très cool. Et pourquoi ce livre il me tente bien? On est en Espagne dans les Pyrénées en 1920, donc à la sortie de la Première Guerre mondiale, et on va suivre une famille de beaucoup d'enfants qui c'est un petit peu compliqué, voilà, ils n'ont pas beaucoup d'argent, une terre aride où il n'y a pas grand chose qui pousse, où ils sont beaucoup d'enfants, c'est une famille très nombreuse qui vivent très pauvrement en fait, très simplement, les jours passent. Et puis je pense qu'on va parler, c'est pas dit exactement la date parce que c'est 16 ans plus tard normalement, mais à mon avis on va parler de la guerre d'Espagne, qui est donc la guerre qui a vu s'affronter plusieurs camps, dont le camp de Franco. Et pourquoi ça m'intéresse? Tout simplement parce que mes arrière-grands-parents ont fui l'Espagne pendant Franco, pendant cette guerre-là, pour se retrouver en France, dans le sud de la France, et c'est un petit peu une partie de mon histoire familiale aussi, même s'ils ont toujours été très avares de réponses là-dessus et qu'ils ont toujours été très... de ce que j'ai connu d'eux, j'ai l'impression qu'ils ont essayé de se franciser au maximum. Ça fait quand même partie de mon histoire familiale et je suis très intéressée de lire là-dessus, parce qu'à mon avis ça m'étonnerait pas qu'il y ait une partie de la famille qui migre en France, comme beaucoup d'Espagnols à cette époque-là. Donc voilà, c'est une histoire qui m'intéresse aussi au plan très personnel, très familial. Et j'aimerais bien découvrir ce pan de l'histoire que je ne connais que très peu et dont je devrais en fait connaître un petit peu plus de détails. Bref, vous avez compris, c'est une sortie qui m'intéresse et en plus c'est rare d'avoir des romans qui sont traduits du catalan. Donc voilà, je trouve ça assez chouette de pouvoir diversifier un petit peu les sources de romans et pouvoir découvrir d'autres plumes, d'autres styles d'écriture qu'on connaît pas forcément toujours. Le 10 mai, cette fois chez Faubourg Marigny, vous le savez, je suis partenaire de la maison d'édition, donc cette année je reçois toutes les épreuves non corrigées des livres à paraître. Le livre du mois de mai, c'est Nettleton State Village pour femmes faibles d'esprit en âge de procréer de Anne Leary, et là on va être sur une histoire en 1927 en Pennsylvanie avec une jeune fille qui est embauchée pour travailler dans une clinique pour femmes handicapées mentales. Est-ce qu'elles sont vraiment handicapées mentales ou est-ce qu'elles ont été mises là parce qu'elles disaient des choses qui plaisaient pas aux hommes? À mon avis, il va y avoir un petit peu de ça. Et d'ailleurs, la jeune fille Marie qu'on va suivre qui va travailler dans cet asile va reconnaître une amie d'enfance qui pour elle n'a rien à faire ici et du coup elle va essayer de la faire libérer. Je pense que ce roman va porter énormément sur le féminisme, sur la santé mentale, sur le traitement des femmes qui ne suivent pas les codes, qui ne rentrent pas dans le moule, et franchement ça me donne trop envie, j'ai vraiment trop hâte de le commencer. Je le lirai au plus près de sa parution pour pouvoir vous faire un article à chaud sur Instagram, une chronique le jour de sa sortie. Donc voilà, ça va arriver, je vais le lire très bientôt, je pense que je le lirai la première semaine de mai, mais j'ai très hâte de découvrir ce titre, franchement il me donne trop envie. Le 10 mai, chez J'ai lu, sort un autre livre que j'ai déjà en ma possession, mais en VO. Il s'agit de Marqué au sang, le deuxième tome de Legendborn, alors en anglais c'est Bloodmarked, marqué au sang quoi. C'est écrit par Tracy Deonn et je crois que c'est une trilogie, il me semble, qui s'inspire du mythe du roi Arthur, mais il y a beaucoup plus que ça. En fait, vous avez des chevaliers de la table ronde qui ont trouvé un moyen de transférer un petit peu de leur âme dans leurs descendants, et donc vous avez cette société secrète arthurienne avec tous les descendants, et en fait les âmes des chevaliers ne se révèlent pas à la naissance, elles se révèlent au cours de la vie, et donc en fait elles se révèlent si jamais il y a un grand danger. Plus il y a de chevaliers qui se réveillent, entre guillemets, plus la situation est grave. Et du coup on va suivre à la fois cette société mais aussi une jeune fille. En fait Brie elle provient d'une famille qui a la magie, mais une différente magie, la magie de la terre, qui puise directement la magie dans le cœur des éléments, qui est en communion avec la nature, voilà, ce genre de magie très new age, hein, mais qui est directement reliée à sa condition de femme noire. Et c'est très important parce que le racisme est très présent dans le livre, du moins, je dirais pas qu'il est très présent, mais il est présent et je trouve qu'il est bien abordé, il est bien expliqué, et surtout je trouve ça chouette qu'on suive une héroïne de fantasy qui soit de couleur. Vraiment je trouve que la question du racisme est super bien abordée dans ce roman, parce que à la fois c'est important et à la fois c'est pas toute sa personnalité non plus. Elle ne vit pas que à travers ça, et ça je trouve ça très chouette de pouvoir contrebalancer un peu les deux. Et puis Brie, c'est vraiment un personnage que j'aime beaucoup, je la trouve très chouette, très badass, très voilà, très tête brûlée un petit peu, mais pas agaçante, vous voyez. Je trouve qu'elle est vraiment dans le
ouais, dans l'équilibre, et c'est super cool. Et donc du coup vous avez deux types de magie qui s'entremêlent. C'est un roman que moi personnellement j'ai adoré, et je suis déçue qu'on n'en parle pas plus, que ce roman n'est pas une hype, parce que franchement il est très original, il est très cool. Donc vraiment si vous n'avez pas lu Legendborn, foncez, parce que moi je l'ai trouvé vraiment cool. En plus là vous avez le deuxième tome qui sort, et donc bah bientôt j'espère le troisième tome, même s'il me semble qu'il n'est pas sorti en anglais, à vérifier. Le 17 mai chez Cherche Midi sort Meurtre et tarte au citron vert. C'est donc une enquête d'Anna Swanson, c'est le 8e tome, c'est écrit par Joanne Fluke, et moi c'est une saga de Cozy Mystery que j'adore. Je fais même une série de vidéos où je lis le livre, mène l'enquête et pâtisse les recettes, parce qu'il y a des recettes incroyables à l'intérieur. Je vous mets la playlist juste ici. Pour l'instant j'ai fait 3 vidéos, mais en mai je compte bien faire la 4e. D'ailleurs c'est drôle parce que la 4e c'est Meurtre et tarte au citron meringué, et là va sortir Meurtre et tarte au citron vert. On reste sur le thème du citron les gars. J'ai à peu près 1 an de retard dans la publication, mais comme ça le fait de pouvoir publier les vidéos un an après, ça permet à plus de gens d'avoir pu lire l'ouvrage et du coup pas être spoilé, parce que dans ma vidéo je spoil de ouf parce que je mène l'enquête et je vous partage mes théories. Bref, j'adore vraiment cette saga, j'ai trop hâte d'avoir le prochain tome, de lire du moins le prochain tome, parce que du coup même si je vais avoir le tome 8, je le lirai dans 1 an en gros, mais vraiment c'est une saga que j'aime trop. On suit Anna qui est pâtissière et qui se retrouve toujours au mauvais endroit, la pauvre. Et il y a des meurtres, il y a beaucoup de meurtres quand même dans ce petit village, beaucoup. Il fait pas bon d'habiter là-bas, mais surtout je trouve que c'est une belle histoire parce qu'elle a une complicité avec sa sœur que je trouve très bien abordée, très jolie, et c'est rare d'avoir ce duo un peu fraternel dans les histoires, et du coup j'aime beaucoup les suivre. Et puis j'avoue que je ne frôle pas l'indigestion parce que j'en lis un tous les 3 mois, donc ça va. Le 17 mai, chez Hachette sort le préquel de La Passeuse de mots de Alric et Jennifer Twice. Alors moi je suis en plein dans le premier tome, et je pense que mon avis final sur le tome 1 me fera choisir si oui ou non je précommande le préquel, parce qu'il est en version reliée aussi. Ils n'ont pas encore fait les tomes 2 et 3 en collector, mais du coup là va sortir à la fois le brochet et le collector, donc il faut que je lise en entier le premier tome, parce que j'en suis à peu près 200 pages, pour me faire une idée. La passeuse de mots, qu'est-ce que c'est? Ben je pourrais encore pas trop vous en dire, parce qu'en 200 pages il s'est pas passé grand chose en fait, mais on va surtout suivre Aria, qui est une jeune fille, qui est une fille de pâtissière, qui est très amie avec le prince du pays, et il y a une espèce d'invasion ennemie qui sort de je ne sais où avec des soldats qui ont l'air surnaturels. J'ai pas encore tout compris, clairement, j'ai pas tout compris à l'histoire. Et elle, on va lui donner, enfin j'en suis pile là, on va lui dire qu'en fait elle a un rôle et que c'est la passeuse de mots, qu'elle doit utiliser les mots et leur pouvoir. J'ai rien compris. Pour l'instant, je pense que ça va être plus développé dans la suite. Pour l'instant, j'ai rien pigé. Mais voilà. J'attends de voir. Puisque je suis dedans, j'en parle quand même. Parce que ça se trouve, à la fin, je vais être là genre oh, j'aime trop, il me faut trop le préquel. Donc je le mets quand même dans cette vidéo. Le 25 mai, chez Scrineo sort La Cité du Savoir. Et c'est écrit par Nadia Coste. À mon avis, c'est du young adulte, un peu fantasy. Peut-être même jeunesse, mais pourquoi ça m'a tapé dans l'œil? Déjà ça se passe en Grèce, j'adore la Grèce. Si je pouvais choisir mes origines, genre si je pouvais vraiment choisir mes origines, je serais anglaise et grecque. Voilà, me demandez pas pourquoi, depuis toujours j'aime la Grèce, et surtout on est dans une école, une académie magique, et vous le savez, ça, les écoles de magie, c'est mon dada, j'en ai même fait une vidéo spéciale là-dessus. C'est vraiment un thème que j'adore en littérature, et du coup, quand j'ai vu une école de magie qui se passe en Grèce, que voulez-vous? Voilà, prenez mon argent en fait, c'est bon, je vais le lire ce livre, c'est sûr. Encore une fois ici, il est question de la magie des mots, mais c'est pas bien plus expliqué que ça, à mon avis c'est vraiment à la lecture qu'on a la compréhension. Mais j'en sais pas plus, je ne veux pas en savoir plus, c'est une école, c'est en Grèce, c'est ok. Le 25 mai, si ça change pas d'ici là, sort Gilded de Marissa Meyer chez De Saxus. Marissa Meyer, j'avais lu toutes les chroniques lunaires et j'avoue que j'avais vraiment bien aimé. J'ai pas du tout lu sa trilogie qui est sur les super-héros là, ça me disait pas trop. Mais là, on est sur une réécriture de contes, et les réécritures de contes avec les écoles de magie, c'est un petit peu mon dada. On est sur le conte de Rumpelstiltskin, et pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un espèce de farfadet elfe, un truc comme ça, qui va permettre à une servante qui est un petit peu vouée à tisser
du fil en fait, va lui permettre de pouvoir tisser de l'or contre quelque chose, une contrepartie toujours, hein, parce que c'est un Farfadet qui est pas forcément gentil, il est malin dirons-nous. Et donc là on va suivre une héroïne qui raconte un petit peu des histoires fantaisistes à son village, sauf que ça plaît pas énormément à son roi qui va du coup l'enfermer et qui va lui ordonner de filer de la paille en or avant le lever du soleil, sinon elle sera quick quoi. Et elle désespère un petit peu jusqu'à ce que Rumpelstiltskin arrive et lui permettent de tisser en fait de la paille en or, mais contrepartie, voilà, c'est une réécriture classico-classique d'un conte, puisque je vous ai dit exactement la même chose juste avant de regarder le résumé. Ça m'intéresse, c'est une réécriture de conte, j'aime bien la plume de Marissa Meyer, donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. En plus, vu que c'est publié chez De Saxus, je suppose que c'est un petit peu plus adulte que les Chroniques lunaires, à voir. C'est ce que j'avais entendu en anglais en tout cas, chez les retours en fait des anglophones, c'est que c'était un petit peu plus adulte que les Chroniques lunaires, mais vu que j'ai adoré, franchement, je vois pas pourquoi j'aimerais pas ici. Et enfin, je vais vous parler de 2 titres qui sortent le même jour chez la même maison d'édition. C'est une maison d'édition qui va faire ses toutes premières parutions, qui est donc toute nouvelle, et pour laquelle je suis ambassadrice cette année. Il s'agit des éditions Jeanne et Juliette, qui sont spécialisées dans les sagas historiques, dans les sagas familiales, qui se déroulent sur plusieurs années, avec des personnages et des thématique très historique. Les 2 premiers romans, donc je vais vous les dire dans l'ordre. Le premier, c'est la saga Héloïse et le tome 1, c'est Les Fleurs du Sérail. C'est écrit par Elisa Sebel et là on va être plongé dans l'Afrique du Nord des années début 1800 avec une jeune fille qui va avoir un naufrage et qui va tout simplement échouer sur les côtes d'Afrique du Nord donc dans les années 1800. Elle va être mise en esclavage dans le harem du Dey et d'Alger. Alors le Dey, je sais pas ce que c'est parce que j'ai jamais entendu ce terme, mais à mon avis ça devait être un petit peu comme le calife ou quelque chose comme ça, mais de cette période historique et de ce coin du monde, parce que je sais pas si à l'époque il y avait déjà l'Algérie, le Maroc et la Tunisie, je n'ai aucune connaissance géographique et historique sur ces pays-là. Vous m'envoyez bien navré, faudrait que je me renseigne d'ailleurs. Mais donc du coup elle va être mise en esclavage un petit peu dans ce harem et elle va être obligée de devenir l'une des concubines, où elle va devoir également apprendre une nouvelle culture, une nouvelle langue, une nouvelle religion, une nouvelle identité. Elle va devoir vraiment en fait devenir quelqu'un qu'elle ne se connaît pas encore. Et je pense qu'on va être pas mal sur des intrigues aussi de cours. J'en sais pas plus. En tout cas, j'ai jamais lu un livre ou un résumé d'un livre qui se passait là-bas à ce moment-là, donc je suis très intriguée. Et puis en plus j'aime beaucoup le style graphique des couvertures, donc je vous avoue que ça me tente énormément. La seconde sortie c'est écrit par Céline Knibler et c'est la saga Céleste, et là le premier tome s'appelle La fille du bourreau et on va suivre donc Céleste en 1650 il me semble, et Céleste est la fille d'un bourreau et surtout elle va sauver de la noyade le jeune Louis XIV qui n'est pas encore le roi soleil que l'on connaît, et va se nouer une espèce d'amitié entre eux. Et je pense que là sur cette saga on va suivre toute l'époque de Louis XIV, de sa naissance à sa mort, et peut-être même plus, je m'avance un petit peu hein, mais jusqu'à la Révolution française, ça m'étonnerait pas, peut-être avec des descendants, vu que c'est des sagas familiales, des sagas historiques. C'est possible, j'en sais pas plus. Pour l'instant, je n'ai que ces infos-là à vous transmettre. On va bientôt faire un live avec les autrices pour pouvoir discuter avec elles et en savoir un peu plus sur leurs romans et sur leurs projets par rapport à ces sagas-là. En tout cas, moi j'ai très hâte de découvrir ces premiers tomes qui vont bientôt m'être envoyés et de participer à la naissance de cette maison d'édition. Ça me fait trop plaisir et je suis trop contente qu'ils m'aient choisi. Donc ça sort le 26 mai, les 2. Voilà, en même temps, parce qu'ils n'arrivaient pas à choisir lequel mettre en premier, donc ils ont décidé de publier les 2, soyons fous. Encore une fois, j'aime beaucoup le graphisme des couvertures, je vous en reparlerai très vite pour vous dire ce que j'en pense, avec évidemment honnêteté et transparence comme toujours, parce que si vous le savez pas déjà, moi quand j'aime pas un livre, partenaire ou pas partenaire, SP ou pas SP, je dis ce que je pense. Voilà, des fois ça plaît pas trop, c'est comme ça. Après, clairement, quand j'aime pas un livre qui m'a été envoyé, je vais pas non plus faire une critique de 20 minutes à descendre le livre, l'auteur, la maison d'édition. Juste, je vous dis que j'ai pas aimé. Pourquoi rapidement, mais je vois pas l'intérêt de descendre pendant 20 minutes un livre qu'on n'a pas aimé. Après, c'est ma façon de voir les choses. Chacun a sa propre façon de délivrer son avis sur les livres et c'est propre à chacun.
Bref, j'ai un petit peu digressé comme d'habitude. Nous arrivons à la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel est le livre qui vous tente le plus, même s'il n'est pas dans cette sélection, pour le mois de mai. Comme ça, si jamais je ne l'ai pas mis, peut-être que j'irai regarder à 2 fois quand même les résumés. Et si vous êtes arrivé à la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre un emoji de la couleur rose comme ma petite veste, puis en plus c'est ma couleur préférée, donc clairement ça me fera plaisir. Je vous remercie pour tout le soutien que vous m'apportez à chaque vidéo, franchement ça me fait tellement plaisir, et notamment la vidéo que j'ai sortie sur l'Assassin Royal, vraiment tous vos retours, vos remerciements, votre soutien, ça m'a fait genre super plaisir, vraiment j'ai eu l'impression d'aider plusieurs personnes, et c'est le but en fait de ces vidéos, de vous aider à choisir, à découvrir des titres, à savoir comment lire une saga dans l'ordre, à savoir quel titre pourrait vous plaire, voilà, en fait c'est pour ça que je fais ces vidéos. Donc vraiment merci beaucoup pour vos retours sur cette dernière vidéo que je vous ai postée. Et si jamais vous souhaitez soutenir ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un commentaire et un pouce en l'air. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite d'excellentes lectures et comme d'habitude je vous fais des bisous.